et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À Palabre. Nous parlerons ce jour de deux sujets principaux. Il s'agira dans un premier temps des ports de masques qui créent beaucoup de polémiques désormais dans le pays. Les policiers ont pris des responsabilités qui ne sont pas du tout aimées par les populations. Au-delà de cela, nous parlerons également de faible taux de participation des femmes aux prochaines communales. Selon un rapport sorti récemment par une ONG Social Watch, les femmes sont mal barrées au niveau des partis politiques. Avec mes débatteurs, Arnaud Doumaon et Yves Dakouli, nous allons décortiquer ces sujets. Arnaud, bienvenue. Bonne fête de travail. Merci, pareil. Yves, bonjour. Oui, bonjour aussi. Bonne fête à vous aussi. Merci bien. D'entrée de jeu, les Béninois sont pratiquement têtus. Malgré tout ce qu'on dit sur le coronavirus, certains continuent de sortir sans mettre leur masque. Est-ce que cette attitude-là permet de lutter efficacement contre le virus qui sévit actuellement par le monde? Non, c'est assurément que c'est pas la bonne démarche. Du moment où c'est prouvé que le port du masque fait partie intégrante des mesures barrières pour contrer la propagation du coronavirus responsable de la COVID-19. Et bon, c'est vrai que les populations, c'est vrai que systématiquement, il y en a quand même qui mettent le masque, mais il y a des régions, il y a des coins où quand vous allez, vous avez la nette impression qu'il se passe rien du tout. Alors que ailleurs, les gens ont déjà enterré l'équivalent du stade de l'amitié plein à craquer. Et je me dis peut-être que c'est pas si ils n'ont pas encore vraiment pris conscience du mal que certains se permettent encore se permettre encore cette légèreté-là. Alors, d'autres pensent qu'effectivement, que le virus n'existe pas, qu'il circule comme il veut. Est-ce que quelque part aussi, la sensibilisation n'a pas manqué un tout petit peu? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que la sensibilisation a manqué. On dira plutôt que les gens, dès lors qu'ils ne voient pas assez de victimes, lorsqu'ils ne voient pas que peut-être dans leur famille, le mal a emporté 10 ou 20, 30 personnes, se disent toujours que non, ce virus-là, moi, vraiment, j'ai déjà vaincu ce virus par le sodabi, des âneries, des trucs du genre qui ne sont pas de nature à nous préserver. Il me disait que il est clair qu'aujourd'hui, même dans les pays développés, que la seule méthode de prévention contre le coronavirus, ce sont les gestes barrières. Le port obligatoire de masque ou le port régulier de masque, le lavage systématique des mains, éternuement dans le coude du bras. Et donc, ces gestes-là sont aujourd'hui les gestes barrières. Les seuls en matière de prévention contre le coronavirus. Et là-dessus, le chef d'État a donné un exemple très simple la dernière fois. Il dit, qu'entre-temps, pour lutter contre, par exemple, le paludisme, on prenait de la chloroquine en termes de prévention, mais qu'aujourd'hui, on ne prend plus la chloroquine en termes de prévention, mais plutôt, on dort sous moustiquaire pour éviter d'être piqué par les moustiques, parce que les moustiques sont responsables de la transmission du paludisme. Et donc, si aujourd'hui, en termes de prévention contre le paludisme, tout le monde est d'accord qu'il faut se mettre sous moustiquaire, et vous allez dans plusieurs familles aujourd'hui, les gens s'arrangent également pour avoir quand même tout au moins la moustiquaire imprégnée. Et c'est même distribué. C'est la même chose aujourd'hui. Il faut que les gens se disent aujourd'hui que, évidemment, contre le coronavirus également, il n'y a que les gestes barrières en termes de prévention. Il faut régulièrement se laver les mains. Il ne faut jamais être fatigué de se laver les mains parce que très vite, nous portons les mains au niveau des voies respiratoires. Et il faut porter le masque également parce que lorsque, on dit que le virus ne circule pas dans l'air, mais lorsque quelqu'un éternue à côté de vous et n'a pas son masque, lorsque quelqu'un tousse à côté de vous et ne porte pas son masque, rapidement, avec les jets de salive, vous pouvez très vite être contaminé si, entre-temps, vous-même, vous n'avez pas porté de masque. Donc, il faut tous les jours le répéter au Béninois, il n'y a pas de prévention contre le coronavirus, il n'y a que les gestes barrières. Et les personnes qui s'amusent à ne pas observer ces barrières-là exposent non seulement leur vie, leur propre vie, mais exposent également la vie des autres. Parce qu'on n'est pas sans savoir que les signes ne sont pas systématiques.
il y a des gens qui ont le virus, par exemple, mais on ne voit pas l'apparition des porteurs sains. Des porteurs sains, on ne voit pas en même temps les symptômes, les signes qui montrent quand même que ces personnes-là sont porteuses du virus. Et aujourd'hui, parce qu'on fait, par exemple, le dépistage pour certains corps, on va découvrir au niveau de ces corps-là, et c'est d'ailleurs pour ça que les chiffres grimpent, parce que le ministre de la Santé a dit, nous n'avons pas peur des chiffres, parce que nous avons la solution justement de traitement au chloroquine qui marche, mais dès lors qu'on fait les tests de façon systématique pour certains corps de métier, on découvre maintenant de nouveaux cas. Ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, si on faisait ce test systématique au niveau de la population, c'est sûr qu'on va découvrir également de nouveaux cas. Beaucoup de personnes sont porteuses du virus sans même savoir qu'elles sont déjà infectées. Donc je crois que véritablement il faut que les gens arrêtent un peu de s'amuser avec le mal et se disent c'est d'abord pour leur propre bien avant d'être pour le bien des autres. Yves, l'OMS a sorti ce matin de nouveaux chiffres. Le Bénin a enregistré 5 nouveaux cas et un nouveau décès. Est-ce que le Bénin est sur la bonne piste, tenant compte de ces nouveaux chiffres que nous avons concernant le coronavirus? La bonne chiffre, l'idéal que tout le monde aurait souhaité, c'est quand même que que ces chiffres-là, justement, ne montent pas. Maintenant, si on en arrive à de nouveaux cas, ça veut dire que il y a des foyers du coronavirus dans le pays et que c'est en cela qu'il faut remercier aussi la disponibilité des tests qui permet aujourd'hui d'identifier ces cas-là. Bon, ce que je dis, pourvu que ces cas, pourvu qu'on continue par identifier, mais beaucoup plus tôt, pour pouvoir isoler tout ce beau monde-là de la population et de les mettre sous traitement. Je crois que on ne peut que procéder ainsi parce que on ne peut pas continuer à vivre ce que nous vivons actuellement. On ne peut pas continuer parce que des semaines que le pays s'est arrêté économiquement. Et donc, comme le disait le ministre des Finances la dernière fois, il va falloir que nous apprêtions à vivre avec. Nous allons aux élections communales dans ce contexte-là où les chiffres grimpent tous les jours. À nous, est-ce qu'il n'y a pas un risque en cours pour les populations qui vont sortir le 17 mai prochain? Oui, évidemment qu'il y a du risque parce que nous sommes dans un contexte de pandémie. Vous savez que même en France où aujourd'hui on sort un programme pour le déconfinement, un programme qui a été défendu devant le Parlement français, les gens ont peur, parce que le risque est là. Vous avez vu ce qui s'est passé également en France lorsqu'on a fait les élections municipales. Le premier tour des élections municipales, le président français n'était pas d'accord. Puis, après une consultation avec la classe politique, finalement, on a organisé ces élections. On a vu que les chiffres ont grimpé après. Également, à côté, en Afrique également, il y a des pays qui ont essayé de, malgré le coronavirus, d'organiser les élections. Comme le Mali. Le Mali. Et puis, quand le Mali a organisé les élections législatives et communales, au second tour, le taux de participation a été pratiquement totalement en baisse. Mais au-delà du Mali, mais c'est que la Guinée aussi, qui a excellent de faire, les chiffres également ont grimpé. C'est ça que le Bénin doit savoir. Parce qu'il faut suivre qu'on le dise à nos gouvernants. Tous les pays qui ont essayé d'organiser les élections, en tout cas pour ce cas-là que nous savons, tous ces pays-là ont vu les chiffres de personnes infectées augmenter dans le temps. Si le gouvernement décide de faire l'option d'organiser les élections dans un tel contexte, nous n'avons pas à nous imposer, à dire le contraire, à souhaiter, qu'on appelle, nous n'avons pas le pouvoir de décision pour changer la donne. Mais toujours est-il qu'il faut que les dirigeants sachent que les États, en tout cas plusieurs États, qui essaient d'organiser les élections dans la période dans cette crise sanitaire-là, les chiffres ont grimpé. Au moins, dans l'intervalle de 2 semaines après l'organisation des élections, la France n'a pas donné un exemple contraire, le Mali non plus, la Guinée non plus. Et donc, je ne sais pas si le Bénin fera exception par rapport à cela. Toujours est-il qu'on dit que, pour le compte de l'organisation de ces élections, qu'il y aura, on prend suffisamment les mesures, et qu'on va essayer de faire en sorte que chacun soit en sécurité pour le vote.
Voilà qu'on a fait la question, par exemple, président de la Sénat, de savoir, mais lorsqu'ils avons porté les masques, la question de l'identification de ceux qui viennent voter conformément à la loi. Et il dit non, et lorsqu'ils veulent voter, à un moment donné, ils vont essayer d'enlever un peu le masque et on va essayer de voir un peu le visage. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que, est-ce que véritablement, chez nous, on prend la mesure de la chose? Donc les gens iront voter avec certainement leur masque. Nous aurons du monde. Pas certainement. On ira tous voter. On va défiler dans les bureaux de vote. Et peut-être arriver au niveau du poste de vote, il faut retirer un peu le masque pour permettre d'identifier. Parce qu'il faut quand même vérifier si l'image correspond au nom, en tout cas par rapport à la liste électorale, et si c'est véritablement la personne. Ouais, donc, il y a tellement d'éléments qui ont en ligne de compte dans le cadre de l'organisation de ces élections que nous espérons que le Bénin va passer à une autre étape dans la question de la propagation du virus au terme des élections du 17 mai. Yves, contrairement à nous qui a des craintes, le gouvernement a pris une batterie de mesures quand même pour protéger la population. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir ici de parler aux élections sans quand même avoir des inquiétudes quand... Non, je crois que là où nous en sommes, il y a plus de machine arrière possible. Le processus est enclenché depuis ce jour et il faudrait veiller à ce que les mesures préconisées, notamment au niveau de la Sénat, soient respectées au niveau de chaque bureau de vote. C'est là où ça va être du lourd parce que c'est la première fois qu'en plus de la paperasse, des encres et tout, il va falloir mettre à disposition de chaque bureau de vote du gel hydroalcoolique, des dispositifs de lavage de mains. C'est assez lourd et je veux vraiment voir faire tout compte fait, les élections auront lieu. En plus de ça, vous savez qu'habituellement, lorsque les gens votent, ils restent pour suivre le décompte et tout ça, pour voir si à la fin, est-ce que tout va être bien rempli. Et même si nous avons l'habitude, après le vote, je ne sais pas, quelqu'un porte d'accompagner l'une sur la tête, et puis les gens sont là, et puis on suit. Et tout ça, ouais, tout ça, habituellement, c'est du monde. Est-ce qu'on va demander à ceux qui sont venus voter que le droit d'attendre pour vérifier leur vote, puisque le faut, conformément à la loi, ils ont le droit d'attendre pour suivre le vote. Ouais, donc, par rapport au fait qu'il ne peut pas avoir de passe, il y aura la police qui sera là. Par rapport au contexte spécial, vous n'avez pas le droit, par exemple, cette fois-ci. Ça va être un peu compliqué parce que. Vous suivez votre police à la fin, rentrez chez vous. Vous voyez, et dans un contexte pareil, on va chasser les gens, ils vont rentrer chez eux, et donc, les unes seront clandestinement convoyées, ou bien sûr, elles seront policières au niveau des ordres. Oui, ça reste des possibilités. Oui, c'est vrai, parce que. Justement, parlant des policiers, à mettre à contribution, vous avez vu une vidéo virale qui a circulé en début de semaine. Un policier a bastonné une citoyenne pour ne pas de masque. Yves, est-ce que la police n'en fait pas de trop en allant jusqu'à porter des coups aux citoyens? Non, on est bien malheureux de reconnaître que sur ce coup, la police en a fait de trop. On est obligé de dire la police parce que, vous savez, lorsque vous avez une corporation de ce type, il y a forcément des éléments dedans qui n'arrivent pas à se contrôler et qui se laissent aller. Tout le monde a déploré le geste. C'est vrai que nous sommes, je le dis souvent, nous sommes un peuple dur d'oreilles, certes, mais il y a quand même des limites, il y a quand même des limites à ne pas franchir. C'est en cela qu'il faut d'ailleurs féliciter la réaction, la vive réaction de la hiérarchie policière qui a tout de suite sorti un communiqué de par la voix du DGPR, Soumaïla Yaya, pour fustiger ce qui s'est passé et pour mettre des sanctions. Donc ça veut dire que ce n'est pas à encourager, du tout parce que ça renvoie une autre image de cette police-là que nous avons depuis pratiquement 2 ans. On a l'image que les populations avaient de la police avant
qu'on ne fusionne, qu'on est là pour la police républicaine, l'image a beaucoup évolué. Vous avez des policiers aujourd'hui très courtois qui vous abordent, qui vous parlent, qui cherchent à savoir, vous sentez que ce n'est plus des gens qu'on vous jette dessus comme avant. Et donc, bon, comme ce sont des hommes, on peut comprendre que de ces égarements-là arrivent et il faut sanctionner pour que ça ne se reproduise. À nous, certains pensent que c'est parce que la hiérarchie a trop couvert ces éléments qu'on n'a pas sanctionnés par le passé que ça continue. Est-ce que vous partagez cet avis-là aussi? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec les gens parce que j'ai souvent dit, nous n'avons pas une police communautaire. La police n'a pas mission tout de suite à brandir les armes sur les gens. Récemment, au cours d'une manifestation à l'UAC, où il y avait un décès d'un étudiant. Et on a justifié ça. On a trouvé que non, c'était normal parce qu'il a déconné. Non, ce n'était pas des militaires qui étaient envoyés à l'université pour gérer la situation. Mais pour une petite crise, une petite situation, un petit problème de foule, la police dégaine et tire. Ouais, c'est pour dire que, mais nous avons souvent couvert ce genre des actions de la police et on trouve que c'était normal, non, c'est parce qu'il a déconné les morts, les cibles et ça. Mais lorsque la police aujourd'hui, on vient bastonner quelqu'un dans les rues, c'est maintenant que la hiérarchie trouve qu'on peut sortir un communiqué pour dénoncer le fait. En principe, ça doit être de façon continue. La police a reçu, par rapport à des financements, plusieurs formations et la police doit être communautaire. La police est d'abord communautaire. Oui, je donne souvent parfois l'exemple un peu des gilets jaunes ou parfois des crises, en tout cas socio-communautaires qui sont déclenchées un peu partout, dans plusieurs pays. Mais la police n'a pas vocation tout de suite à dégainer. Mais chez nous, pour un oui ou un non, la police dégaine. Alors là, qu'on renvoie les policiers au camp et qu'on nous sorte les militaires. Pour qu'on sache que désormais, nous n'avons pas les policiers en circulation et que nous n'avons que des militaires. Et là, on saura comment se comporter. Mais quand vous avez affaire à la police, quand même, c'est des étapes dans l'ascension. C'est des étapes. C'est la courtoisie. C'est un peu plus de responsabilité, un peu plus de patience dans la gestion des crises. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes fiers de cette police que nous avons? Sans doute fortement lorsqu'il s'agit de petits incidents, lorsqu'il s'agit peut-être de l'application de cette mesure. Vous savez, bien souvent, on dit que parce que les policiers ont poursuivi tels immédiatement, finalement, le gars, il court, et puis, il va se mettre sur un camion, et puis il s'en est allé. Ou bien, on entend que la police, au cours d'une petite manifestation, la police a dégainé et qu'il y a un décès. Moi, j'ai suivi lors du match Bénin-Togo, au stade d'amitié, la qualification. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la tribune officielle? Les policiers étaient incapables de gérer la tribune officielle. Et là, il a fallu l'arrivée du DGPR d'alors, le général Rounonkwe. Mais quand Rounonkwe est venu, rapidement, on a pu dégager. Mais avant l'arrivée du général Rounonkwe, qu'est-ce qui s'est passé? On avait des policiers qui étaient là. Il y en a qui avaient des raccords en main et qui lançaient ça dans la foule. Les gens se dispersaient. Quelques minutes après, les gens revenaient encore. Et puis, alors que, au niveau de pas cette tribune officielle que le président de la Cour constitutionnelle est entré sur le stade. Vous voyez de quoi nous parlons? Donc, on a une tribune officielle où des personnalités de l'État devaient y prendre part. Et on a des policiers, des agents qui étaient incapables de gérer cette tribune officielle-là, qui n'avaient d'autre langage que le bâton, des raccords, la lanière et autres. Et si vous circulez également dans la ville à Cotonou, pour nous qui travaillons un peu parfois, un peu tard, vous sortez, lorsqu'il y a des jeunes qui essaient de dribbler, mais ils ont souvent des raccords, ils ont souvent de la lanière. Je ne dis pas, je ne soutiens pas, comment on appelle, l'incivisme. Je crois qu'il faut, comme le disait tantôt, il faut que les gens soient tout au moins plus responsables, qu'on éduque davantage les gens pour leur dire c'est de leur intérêt. Quand on demande à quelqu'un de porter le masque, c'est d'abord ça, il va d'abord de son propre intérêt. Mais je dis à côté de ça, on ne peut pas avoir de société parfaite. Et quand on n'a pas de société parfaite, on doit toujours quand même avoir, il y a toujours des gens dans la société qui ne vont pas toujours bien se comporter, qui ne vont pas toujours respecter les mesures. Mais est-ce que à chaque fois, la police doit donc dégainer? Ou là, à chaque fois, la police va sortir le bâton? Vous voyez, la femme d'autrui, sur une moto, et on la descend, et elle tend les mains, et on est comme si on était dans une salle de classe. Et quand on faisait cela, derrière la dame, il y avait un autre policier, comme on faisait, comme le maître taper au CM2, il y a le gaillard qui te tend, et puis tu as la lanière derrière toi. Vous voyez, comment la police peut présenter une telle image. Donc il dit souvent, il faut que nous apprenions à dénoncer ce genre de choses-là. Vous dites, vous êtes dans une profession, vous connaissez les règles de la profession, vous savez comment, de façon professionnelle, on peut gérer ces cas-là. Et l'exemple qui me séduit très souvent, c'est l'exemple des sapeurs-pompiers.
Lorsque vous avez quelqu'un qui a un trouble mental, qui est un peu violent chez vous à la maison, vous faites appel aux sapeurs-pompiers. C'est que la manière dont ils arrivent si facilement à conduire le gars que vous-même à la maison, vous ne pouvez pas maîtriser. Comment il arrive à faire entrer le gars dans le véhicule qui devient tout calme et qu'on le ramène au Jaco, c'est extraordinaire. Parce que la personne est déjà fait tellement de violence que si à l'arrivée des sapeurs-pompiers, si eux-mêmes commencent en même temps, en fait, mais non, ils ont tellement une stratégie pour amener la personne que vous-même vous êtes surpris. La police nationale, en tout cas la police de façon ordinaire, je ne dis pas qu'il faut faire façon la même chose, mais je dis il faut qu'on se désole, il faut qu'on dénonce toujours ces actions au niveau de la police. Et c'est ce qui se fait un peu partout d'ailleurs. Yves, le DGPR a pris des sanctions à l'encontre de ces policiers identifiés. Est-ce que dans des sanctions, il ne faut pas engager des psychologues pour encadrer au mieux les policiers afin qu'ils évitent ces comportements déviants dans la rue? Non, si vous présentez la situation comme ça, c'est un peu comme si vous n'avez pas une idée de tous ceux qui interviennent dans la formation des policiers. Pourtant, les faits sont là. Non, ça dit, ce n'est pas la présence. On a beau mettre un psychologue derrière chaque citoyen. Il va y avoir quelqu'un qui, à un moment donné, qui pète un câble. Donc, le problème ne se trouve pas là. Il faut justement sanctionner. Il faut, de ces cas-là, vont faire que ceux qui ont de ces propensions-là vont commencer par se maîtriser. C'est pas le défaut de suivi psychologique qui fait non, je ne pense pas. Autant il faut condamner l'incivisme notoire des Béninois, autant il faut condamner aussi le zèle exagéré des forces de sécurité. Nous allons passer maintenant au taux faible des femmes sur les listes de candidature des communales. Social Watch a fait sortir un rapport qui prouve que les femmes sont logées carrément au second rang. Nous prenons par exemple l'UDBN qui a 11% de femmes, le PRD 9% de femmes, l'UP 7% de femmes, FCBE, BL 5% de femmes sur la liste. Est-ce que les sensibilisations que les gens ont eu à faire tout le temps, les cris sur tout le toit, n'ont pas porté leurs fruits finalement, Yves? Ce problème-là ne manque pas de revenir à chaque élection. Et il y a une série d'organisations non gouvernementales qui se penchent sur la question. Et finalement, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce faible taux de participation des femmes à nos différentes élections, est-ce que c'est réellement dû au parti? C'est vrai que si la jeune masculine est très présente au niveau des formations politiques, mais est-ce que ça explique ce recul-là? Et en dépit de tout ce qu'on fait comme effort, les femmes n'arrivent toujours pas à s'imposer. Je crois que le problème, il est là. Lorsque les formations politiques, combien sont ces femmes-là réellement qui s'engagent à assister aux réunions? C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Et la seule chose qui peut nous aider, c'est ce qu'on a tenté de faire, par exemple, au niveau de la Constitution, la dernière fois, la discrimination positive. Parce que sans quoi, on a beau fait tous les discours, cette histoire, ça ne remonte pas parce que nos sœurs, justement, la chose politique, non, ça intéresse très peu les femmes. Pourtant, à nous, quand il y a des meetings, ce sont les femmes qui remplissent les salles, ce sont elles qui sont sous les bâches en applaudissant les gens tous les jours, mais on ne les voit pas sur les listes finalement. Oui, mais il faut voir pourquoi est-ce que il y a plus de femmes dans les églises. J'ai comme l'impression que elle se laisse aller à tout ce qui est ambiance, à tout ce qui est folklore. Elles se sentent bien, elles se sentent apparemment bien dans cette peau-là. Ça fait que... Non, elles ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est l'image qu'elles renvoient. Quand vous allez à n'importe quelle activité politique, c'est les dames qu'on met devant. Elles sont là, plein. Oui, à nous. Je ne suis pas entièrement d'accord avec Yves. Je ne suis pas du tout d'ailleurs d'accord avec Yves, même si nous estimons quand même que nos sœurs ne sont pas toujours au devant de la scène en matière politique. Mais aujourd'hui, si tant est que
si tant est que on peut faire les choses autrement, on peut faire mieux que ces pourcentages que nous entendons là. 5%, 7%, pour des gens qui ont estimé que c'est des prétextes pour réviser la Constitution du Bénin. Oui, c'est ridicule, c'est même énervant, c'est une insulte. C'est une insulte au peuple béninois. Si vous faites campagne, vous faites tout ce tapage-là pour la révision de la Constitution, au nom des femmes, on a voulu, et vous faites tout ça, et c'est pour avoir 5% de femmes, 7% de femmes sur vos listes, je crois que c'est une insulte au peuple béninois. Mais au-delà de ça, il y a des partis, par exemple, lorsque vous prenez, je crois que c'est l'Union progressiste qui ont dit sur les listes, sur ce truc-là, il faut pour les positionnements 30%, et c'est dans nos tests. C'est-à-dire, on fait la communication, on dit c'est dans nos tests, il faut forcément 30%. Et à l'arrivée, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 5%, 7%. Vous voyez donc il y a toujours cette hypocrisie-là qui ne dit pas son nom. Et je vais vous surprendre. Vous êtes allé à un atelier, les partis politiques avaient signé une charte au niveau de, oui, au niveau des organisations de la société civile. Et dans cette salle, il y avait une dame, je ne vais pas faire de la discrimination en citant son parti, mais elle a dit, mais ils ont déjà envoyé les listes, j'ai fait tout, mais je n'ai pas été positionné. Parce que parfois, il y a plusieurs éléments qui ont en ligne de compte. Peut-être, vous n'êtes pas forcément le leader de la localité, mais vous êtes femme, et on dit d'accord, bon, autant nous voulons quand même quelqu'un qui va rassembler. Ou quand même, vous êtes leader, et il y a d'autres, il y a un homme qui est leader qui est là, mais qui a l'argent. Vous n'avez pas l'argent pour mettre la main à la poche pour la campagne. Et vous savez, nos femmes n'ont pas toujours cette propension à sortir facilement l'argent pour dire et faire de la campagne. Et puis le monsieur, lui, a l'argent. Il n'a peut-être pas le même leadership que vous, qui êtes femme. On dit non, on préfère miser sur ce candidat-là. Donc, ouais, il y a plusieurs des choses qui ont en ligne de compte dès lors qu'il s'agit de faire le positionnement. Et ce n'est pas forcément parce que nous n'avons pas des femmes qui sont formées pour. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des femmes qui savent mobiliser. Ce n'est pas forcément que nous n'avons pas des femmes qui sont engagées. Non, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'au contraire, les femmes sont mieux organisées dans nos communautés. Regardez, dites-moi combien d'associations vous avez dans votre quartier ou dans votre arrondissement. Il y en a pratiquement. Il n'y en a pas pratiquement. Mais regardez au niveau des femmes. Si ce n'est pas la petite tontine qui les lit, c'est peut-être microcrédit, ou bien c'est le marché, ou bien ils sont dans des trucs de la dog-bear. Comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à transposer cela au niveau des... Les femmes sont les plus organisées de nos communautés. Les femmes sont les plus organisées dans nos communautés. C'est pas le résultat qu'on a. Le si tant est qu'on a envie de les positionner, on ne va pas manquer de candidatures dignes du nom. La seule chose aujourd'hui, premièrement, c'est la question de la volonté politique. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique digne de nom, on n'aura jamais des femmes, autant, en tout cas pas ceux dont nous espérons. Et si c'est ceux qui viennent donner des leçons, ceux qui font de la propagande pour estimer qu'ils sont aujourd'hui les défenseurs de la femme, et c'est pour ça ils ont milité pour la révision de la Constitution, qui sont incapables de donner l'exemple. Franchement, je crois qu'il faut que désormais, ils ne viennent plus sur nos plateaux pour se ridiculiser, pour tenir des discours creux et vides. Yves, si aujourd'hui on n'a pas pu positionner 15% de femmes sur une liste, est-ce qu'en 2023, les partis n'auront pas de difficulté à positionner 30% de femmes sur la liste pour les législatives parce que c'est désormais conditionnel? Non, si c'est comme c'est constitutionnel, tout va être fait pour avoir au moins le quelle sera la qualité des femmes qui vont ah ben oui, malheureusement, on fera avec la disponibilité. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être on aura le 24 à l'Assemblée. Oui. Parce que c'est 24. Oui. Au moins 24, oui, c'est ça. Au moins 24 femmes à l'Assemblée. Il faut d'abord qu'elles soient candidates, bien positionnées, parce que si vous voyez maintenant les candidats positionnés pour les communales, c'est les femmes qui sont positionnées en dernière position, les hommes sont en haut, quelques rares femmes ont la chance d'être élues. Oui, mais en 2023, bon, le schéma ne sera pas pareil parce que de toute façon, par circonscription, il y aura une femme. Est-ce que ce ne sont pas les hommes qui font ombrage finalement aux femmes? Quand on tient compte de notre contexte sociologique, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui empêchent finalement les femmes d'aller au-devant de la scène? En grande partie. Pas forcément seulement ça. En grande partie. Moi, je suis d'accord que les hommes empêchent, mais je dis que, par exemple, prenez Claudine Prévention. Elle est une femme, elle est chef du parti. Même si aujourd'hui, c'est tag au moins, d'accord, dans le royaume des aveugles, bon, il y a roi, d'avoir plus de femmes, ce qu'on lui concède, parce que elle fait 11%. Mais elle pouvait faire mieux. 11% de femmes sur sa liste, elle pouvait faire mieux. Elle est femme, elle est chef de parti, et sur la liste, on n'a que 11% de femmes. C'est bien l'exemple ça. Vous dites que même quand nous avons une femme chef de parti, on n'est pas à même d'avoir 50% ou 30% de femmes
sur la liste pour les élections. Et donc, la balle, aujourd'hui, les hommes sont plus devant au niveau de nos formations politiques. Quand vous prenez le bloc républicain, vous avez le ministre Abdoulaye Tchane, vous prenez l'Union progressiste, vous avez Benoît Moussou, vous allez au niveau de du PRD, vous avez le président Adrien Mbedi, FCBE, vous avez qui gère actuellement, qui fait office, qui gère actuellement. Donc, vous voyez, donc sur les 5 formations politiques en liste pour les élections, on n'a qu'une seule femme qui soit chef de parti. Et sur sa liste, la seule femme sur la liste, on a que 11% de femmes. Donc, je crois que le problème, le mal est profond, mais toujours est-il que les hommes aujourd'hui ont la possibilité de changer la donne. Il faut forcément la volonté politique pour qu'on puisse vraiment sortir. Parlant de département, le littoral vient en tête avec près de 23% de femmes et le COUFO ferme la manche avec 4% de femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un sérieux problème dans ce département-là quand on fait 4% de femmes dans un département comme le COUFO? Non, il faut même pas prendre ça sous cet aspect. Il faut aller sur le terrain et voir le nombre de femmes d'abord puisqu'il s'agit ce sont des élections de proximité. Où forcément elles sont candidates, elles sont supposées être là-bas. C'est pas qu'il faut venir à Cotonou chercher des candidates enfin qui ont quand même un certain niveau, les déporter ce sont des dames qui sont sur place. Combien sont-elles sur place à s'engager politiquement jusqu'à gravir les échelons dans ces départements-là? Le COUFO plus qu'on en parle, c'est beaucoup plus. On est beaucoup plus dans les associations de transformation de produits vivriers et tout. Et donc la chose politique reste la chasse gardée des hommes. Il faut voir, c'est la sociologie même du milieu qui fait qu'on a. Est-ce que ce n'est pas le moment pour les partis politiques d'aller maintenant à la conquête de la jeune féminine pour pouvoir en avoir assez dans les JBCR désormais? Oui, mais dans un département comme le COUFO, c'est vraiment la sociologie. Parce que vous savez, il y a la mentalité qui est restée durant des décennies. La femme dans cette localité, dans le département de COUFO notamment, elle doit se mettre sous son homme. Et puis, vous voyez, la religion est venue renforcer cela. On dit non, selon la Bible, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas ça. Alors que, disons, selon la raison traditionnelle déjà, c'est déjà pareil. Ouais, donc, la femme, et puis, vous savez, un homme dans le COUFO a peut-être 10 ou 15 femmes. Attention. Je ne sais pas si les choses ont véritablement bougé dans ce sens-là. Ouais, donc, c'est un département déjà, en matière de sociologie, en matière de relation. C'est pas le département où on prend plus de femmes. C'est pas le département où on prend plus de femmes au Bénin. Aucune statistique n'a prouvé que c'est dans le COUFO. C'est dans le COUFO que. Non, c'est cas-là. Davy, vous voulez parler de Davy? Le collège civil Davy, des cas comme le collège civil Davy, si vous parcourez tous les départements du Bénin, vous allez en avoir. Il y a des spécimens partout. Peut-être qu'on n'a pas encore porté cela sur la place publique et donc tout le monde parle du COUFO comme le département où on prend beaucoup de femmes. Mais bon. Oui, Arnaud. Non, mais je dis que. Non, mais je crois qu'on se comprend. On se comprend quand même. Tout à fait. C'est la sociologie, c'est les pratiques. Les pratiques. Et il faut que ces pratiques-là d'abord puissent changer d'abord pour que cela d'abord soit imputé, soit ressenti déjà au niveau de la scolarisation des femmes dans ce département-là, au niveau de la prise de responsabilité dans les communautés au niveau de ce département. Et au finish, on parlera également de la politique. Il y en a quand même qui essaient de se donner la chose. Mais vous savez que lorsque vous êtes dans une communauté où c'est l'homme qui est la tête, c'est que quand on ouvre les yeux, le réflexe, on sait que c'est l'homme qui doit. Ouais, c'est l'homme qui doit. C'est pas comme, vous avez compris le département du Théorème que vous passez. Aujourd'hui, nous sommes quand même, nous sommes dans le département du Théorème, nous sommes à Cotonou, où c'est ce qu'on appelle, les gens sont beaucoup plus émancipés. Les gens sont plus émancipés. Les mentalités ont beaucoup évolué. Vous n'allez quand même pas me comparer. Et Cotonou, le département du littoral, au département du COUFO.
qui est encore très loin en matière de mentalité, de rapport homme-femme. C'est pas la même chose, du tout pas. Donc, je crois que progressivement, cela va se faire. Et vous le disiez, si les acteurs le veulent, cela peut se faire. Ce n'est pas impossible. Cela peut se faire. Mais est-ce qu'il y a véritablement la volonté politique? Et l'exemple des communards nous prouve véritablement que nous sommes encore très loin des discours que les gens essaient de sur ces chiffres, pour mieux disséquer ces chiffres, il y a aussi un aspect que nous sommes en train d'occulter, c'est le niveau d'instruction. Aujourd'hui, des efforts se font, surtout dans les autres départements, pour garder les filles à l'école, parce que ça joue beaucoup à la fin. Ça joue beaucoup à la fin où l'homme politique aujourd'hui, de plus en plus, tend à avoir un certain niveau, même s'il reste quelques cas qui vont finir par disparaître avec le temps. Mais aujourd'hui, l'homme politique, il a un niveau d'instruction donné. Et si dans le même temps, il n'y a pas les femmes qui suivent, c'est tout à fait normal qu'on ait ce fossé-là. Et donc, il faut tabler aussi sur la scolarisation des filles. Il faut jouer sur cet aspect-là. Oui, pour qu'à la fin, on ait plus de femmes bien formées. Et donc, les chiffres pourront s'équilibrer. C'est vrai que ce sont les élections locales. Parce que ce que Yves dit, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus dans le futur. C'est vrai que les élections locales, on ne demande pas forcément que la femme ait un certain niveau bagage intellectuel. Non, ce n'est pas ça. Mais si, entre-temps, il y a beaucoup de femmes qui sont scolarisées dans ce département-là, la mentalité va être tout autre chose. Non, le problème, c'est qu'elles sont freinées. Elles sont freinées. C'est-à-dire le niveau, le déficit d'instruction fait que comment dire, c'est un complexe. Elles-mêmes, elles sont freinées parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas été à l'école. La loi dit qu'il faut savoir lire et écrire. On n'a pas imposé un diplôme pour être conseiller communal. Je suis d'accord. Pour les élections locales spécifiquement, il n'y a pas un niveau réclamé. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut davantage poursuivre la lutte pour la scolarisation, le maintien des filles à l'école. Cela va faire que les mentalités vont changer. Si aujourd'hui, la femme, elle n'a peut-être pas fait la politique, tout le monde n'a pas vocation à faire la politique. Mais peut-être elle a étudié et puis elle a dit ses enfants, elle peut les orienter autrement demain. Elle peut leur dire non, la réalité c'est ci, notre réalité c'est tel, mais aujourd'hui les choses ont évolué. La femme peut faire tel. Hier peut-être que la femme ne pouvait pas faire la maçonnerie, mais aujourd'hui la femme fait le maçon. Il y en a peut-être pas de femmes présidentes de la République, mais vous pouvez travailler pour être président de la République. On n'a peut-être pas hier des femmes magistrats, mais aujourd'hui nous avons beaucoup de femmes magistrats. Donc tu peux faire tel ou tel. Ouais, c'est bon. La scolarisation, c'est ça ce que nous disons, c'est pour l'avenir. La scolarisation peut beaucoup aider. On vous aura compris, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous sommes le 1er mai. Je voudrais vous permettre de dire un seul mot aux travailleurs, surtout aux infirmiers, par ces temps de pandémie du coronavirus. Je commence par vous. Ah oui, c'est le personnel soignant dans nos hôpitaux, surtout les centres où sont traités les cas. C'est de leur souhaiter beaucoup de courage parce que savoir qui a la mort constamment et avoir le courage d'y être, c'est pas facile. C'est pas pour rien qu'ailleurs il y a une heure où tout le monde sort pour les applaudir. Et moi, je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage. C'est le métier qu'ils ont choisi. Et voilà, quoi. À nous, un mot médecin par ces temps de coronavirus. Oui, je souhaite d'abord nous faire à tous les travailleurs, et particulièrement au personnel sanitaire de la santé. Parce que c'est un sacerdoce de choisir d'abord sauver des vies. Parce que vous avez fait le serment de soigner des gens, quelqu'un qui est blessé. Vous avez fait le serment d'être là pour l'accouchement d'une femme enceinte. Vous avez fait le serment d'être là pour faire une opération chirurgicale. Un homme ouvrir le ventre pour telle ou telle autre opération. Je crois que c'est déjà un sacerdoce. Et il faut du cœur pour le faire. Et regarde aujourd'hui la pandémie, je crois que ce personnel est encore beaucoup plus sollicité. Et ce personnel n'est pas très souvent valorisé. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que cet engagement pris par les chefs de l'État soit respecté au thème en tout cas de cette crise sanitaire-là, et que véritablement qu'on puisse valoriser ce personnel. Et également,
pour le faire. Il ne faut pas qu'on passe simplement à ceux qui sont des professeurs qui veulent souvent se tailler la part du lion, alors que en bas, nous avons des aides-soignants, en bas, nous avons des médecins qui sont plus au contact, qui sont de façon permanente avec les malades. Donc, je crois qu'il faut leur souhaiter beaucoup de courage et surtout également beaucoup de prudence dans l'exercice de ce métier par ces temps qui courent, parce qu'ils reçoivent tous les cas. Et c'est eux qui vont souvent signaler qu'il y a tel ou tel cas. C'est eux également qui sont chargés d'administrer le traitement qu'il faut pour que ces malades puissent se relever. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de prudence. Beaucoup de courage et beaucoup de prudence à tous les travailleurs et à vous qui nous avez aussi suivis. Et à vendredi prochain pour un autre numéro de À Palabre.